Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Alors, avez-vous déjà travaillé dans un prêteur sur gage? Non. Mais j'ai eu de l'expérience dans beaucoup d'autres endroits. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'expertise comptable. Alors, vous êtes expert comptable? Oui. La vie de Richard Harrison s'est terminée dans un chagrin profond, mais la véritable tragédie s'est produite bien avant son dernier souffle. L'homme que des millions de personnes connaissaient comme le vieil homme, à l'esprit vif de Pawn Stars, a mené une vie de lutte qui n'ont jamais été portées à l'écran. Son ascension, parti de rien, jusqu'à devenir une icône de la télévision, a eu un prix. Trahison familial, bataille juridique et une perte dévastatrice qu'aucun parent ne devrait jamais subir. Son fils Rick a peut-être bâti un empire, mais celui-ci a failli détruire la famille qui le soutenait. Suivez-nous, car le chapitre le plus choquant de l'histoire de Richard Harrison n'a jamais été raconté à la télévision. L'ascension et la chute des rois des pions. Richard Harrison est né au milieu du 20e siècle et n'a pas vraiment eu la chance de réussir. Il a bâti son succès à partir de rien, et cette résilience s'est répercutée sur l'entreprise familiale. Son fils Rick Harrison suivit ses traces et, ensemble, ils firent de ce prêteur sur gage d'or et d'argent une marque renommée. Mais, en coulisses, les choses n'étaient pas aussi parfaites que la télé-réalité le laissait entendre. Derrière leur entreprise prospère, les problèmes s'accumulaient, menaçant tout ce qu'ils avaient bâti. Le prêteur sur gage n'a pas connu un succès immédiat. Richard et Rick ont dû se battre pour atteindre le sommet. À partir de la fin des années 1980, ils ont dû affronter des revers à chaque tournant. Je ne donnerai pas ça à mon pire ennemi. De nos jours, les enfants mangent des galettes de riz. Mais c'est quoi, une galette de riz? À l'époque, obtenir une licence de prêteur sur gage à Las Vegas était quasiment impossible à cause des lois obsolètes. La seule façon de rouvrir légalement était que la ville atteigne un certain seuil, ce qui impliquait une attente longue et frustrante. Lorsqu'ils eurent enfin leur chance, ils la saisirent et s'enfuirent, transformant peu à peu le prêteur sur gage d'or et d'argent en une institution. Pendant des années, il fut l'homme d'affaires strict et pragmatique qui assurait la bonne marche de la boutique. Son attitude bourrue, son esprit vif et son insensibilité totale aux bêtises en firent un chouchou des fans lorsque les stars du jeu de pion passèrent à l'antenne. Mais alors même que l'émission explosait en popularité, la famille affrontait en silence des difficultés personnelles que personne n'avait anticipées. Il avait déjà dû affronter de nombreuses épreuves bien avant que la célébrité ne frappe à sa porte. Son enfance fut difficile. Sa sœur mourut alors qu'il était jeune, et il souffrit d'épilepsie, ce qui le cloua au lit une bonne partie de sa jeunesse. Au lieu de faire du sport comme les autres enfants, il se plongea dans les livres et développa une passion pour l'histoire, qui deviendra plus tard le fondement de sa carrière. À l'adolescence, il abandonna l'école pour vendre des sacs Gucci contrefaits, gagnant plus d'argent que la plupart des adultes de l'époque. Mais la vie le rattrapa rapidement. Lui et sa petite amie de l'époque, Kim, attendaient un enfant. Malheureusement, ils perdirent le bébé à la suite d'une fausse couche, mais ils restèrent unis et donnèrent naissance à leur fils, Corey. Malgré tous leurs efforts, leur mariage fut de courte durée. Ils divorcèrent et, peu de temps après, Rick épousa Tracy, sa seconde épouse. Malgré tout, le prêteur sur gage grandissait, mais les responsabilités aussi. Gérer l'entreprise impliquait de travailler 24 heures sur 24, et il arrivait que Rick doive accepter des petits boulots, allant même jusqu'à saisir des voitures pour maintenir l'entreprise à flot. Quand Pawn Stars est finalement devenue une émission de télé-réalité dans les années 2000, tout le travail semblait avoir payé. La dépression. Vous savez, l'un des principaux signes de dépression est d'être constamment en colère. C'est clairement votre cas. Perte de cheveux. Mec, tu étais peut-être ménopausé depuis une dizaine d'années. L'émission a été un succès et la boutique est devenue l'un des prêteurs sur gage les plus célèbres au monde. Mais la célébrité s'accompagnait de problèmes. Richard, qui avait été le pilier de l'entreprise pendant des décennies, commença à se retirer en raison de problèmes de santé. La maladie de Parkinson le rongeait et il était clair qu'il ne serait pas là pour toujours. Son décès n'a pas seulement été une perte personnelle pour sa famille. Il a également provoqué une onde de choc parmi les fans des Pawn Stars. Mais alors que le pire semblait arriver, d'autres problèmes ont suivi. Sa relation avec sa mère, Joanne, s'est détériorée lorsqu'elle l'a poursuivi en justice pour la propriété du prêteur sur gage.
Elle affirmait que Rick avait pris le contrôle de l'entreprise en la manipulant pendant qu'elle se remettait du coma. De plus, elle affirmait qu'il avait cessé de lui verser un soutien financier, la laissant dans une situation désastreuse. Les batailles juridiques entre membres d'une même famille ne sont jamais agréables, et celle-ci s'est déroulée publiquement. Les fans qui l'avaient autrefois admiré remettaient désormais en question son intégrité. Joanne avait même réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre son propre fils, l'empêchant de vendre des actifs liés aux prêteurs sur gage. Que Rick ait eu tort ou qu'il ait été injustement accusé, le mal était fait. La famille, autrefois forte, était désormais brisée, et un nouveau coup dur, un coup qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à subir. Servant, début 2024, son fils Adam mourut d'une overdose. Il n'était pas une personnalité publique comme le reste de la famille, mais sa perte fut profondément ressentie. Rick lui a rendu un hommage sincère, mais il ne pouvait rien faire pour effacer la douleur de la perte de son enfant. Face à tout cela, Rick a tenté de se concentrer sur de nouvelles aventures. Il s'est lancé dans la politique, visant un poste au Nevada. C'était peut-être sa façon de trouver un but au-delà du prêteur sur gage, ou peut-être avait-il simplement besoin de changement. Même lorsque tout semble terminé, des morceaux d'histoire surgissent de manière surprenante pour ceux qui savent où les trouver. Que vaut une révolution? Imaginez entrer par hasard dans une boutique et tomber sur quelque chose qui a pratiquement changé le cours de l'histoire. En 1777, Washington et son armée étaient en très mauvaise posture. C'était l'hiver à Valley Forge, et les troupes mouraient de faim, de froid et tombaient comme des mouches. Le moral était au plus bas. Le Congrès songeait à remplacer Washington. Puis arrive le baron von Steuben, un officier prussien à l'accent prononcé et au sens de la discipline. Il se met au travail pour entraîner l'armée disparate, lui montrant comment tenir la baïonnette, marcher en formation et combattre comme une véritable force. Pied stables, bouche fermée, mains immobiles, pas de tremblement. C'était du sérieux. Le livre contenait même des cartes indiquant l'emplacement de chaque élément dans un camp militaire. Sans cela, l'armée aurait pu se contenter de dormir par tas, espérant le meilleur. Les livres de cette époque n'ont pas survécu facilement, surtout ceux utilisés par des soldats constamment en déplacement. Le vendeur demandait 500 $, mais il est difficile d'évaluer ce genre de livre. C'est alors qu'entre en scène Rebecca, l'experte en livres. Elle avait déjà tout vu et en avait immédiatement reconnu la valeur. Une trouvaille aussi rare, elle estimait qu'elle pouvait se vendre 18 $. C'était un choc. Puis arrive un homme portant une carabine Winchester datant de la bataille de Wounded Knee. Ce n'est pas n'importe quel fusil. Il est lié à l'un des événements les plus tragiques de l'histoire amérindienne. La bataille, qui ressemblait davantage à un massacre, a eu lieu en décembre 1890. L'armée américaine tenta de désarmer un campement Lakota. La tension monta, un coup de feu retentit et, soudain, le 7e régiment de cavalerie commença à tirer sur la foule. À la fin de l'opération, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants de Lakota étaient morts. Finalement, l'offre s'élevait à 14 $, bien moins que ce que le vendeur souhaitait. Et puis il y avait le saint graal de l'histoire présidentielle, un soi-disant, si c'était légitime, ça pourrait valoir une fortune. Roosevelt était un géant de l'histoire américaine, menant le pays à travers la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale tout en luttant secrètement contre la polio. Il était si soucieux de cacher son handicap que même une courte vidéo de lui, luttant pour marcher ou se déplaçant en fauteuil roulant, aurait été inestimable. Sa valeur? Pratiquement rien. Le vendeur a bien pris la mauvaise nouvelle et a décidé de faire don de la vraie monnaie. Un fiasco pour eux. Mais au moins, juste au moment où il semble qu'il n'y ait plus rien à découvrir, quelque chose de nouveau surgit, nous rappelant que l'histoire ne se limite pas aux livres. Elle continue d'être transmise. La frontière est ténue entre l'inestimable et l'inutile. Vous pilotez un avion pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que représente cette veste en cuir. L'avion de ce type a été détruit à lui seul par près de 200 balles et 6 obus de canon. Et il s'en est sorti vivant. Cette veste arrive chez un prêteur sur gage et le vendeur a des factures à payer. Il en veut 10 $, mais il se contenterait de 4 $. Le hike, elle est censée appartenir à Henry Heidi Cooper, un membre des tristement célèbres Hellhawks, si vous ne le saviez pas. Ces hommes étaient de véritables légendes de la Seconde Guerre mondiale, connus pour leur mission de destruction de chars à basse altitude. Ils n'étaient pas les plus rapides, mais ils étaient armés jusqu'aux dents,
avec des mitrailleuses de calibre 8,5 capables de détruire tout ce qui se présentait. Ces hommes ont participé à la bataille de Normandie, à la bataille des Ardennes et ont mené l'invasion de l'Allemagne. Ça a l'air génial, non? Mais voilà le problème. Il y a un problème. L'étiquette du collier indique United States Navy et non United States Army. Le marché a évolué et la demande des collectionneurs n'est plus ce qu'elle était. Ce qui était autrefois un objet très recherché a vu sa valeur baisser. Mais leur offre. 2-0 John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. Un chiffre assez important. Quelqu'un arrive avec une lettre, soi-disant signée de lui, et arrive l'offre, 50 $. Le vendeur contre-attaque avec 115 $. Ce n'est pas le cas. L'affaire échoue. La machine retourne chez elle et le prêteur sur gage perd l'occasion de posséder l'un des objets de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvent à proximité. La valeur historique est-elle vraiment déterminée par l'originalité ou la fonctionnalité est-elle tout aussi importante? Rêve de prêteurs sur gage et arnaques adolescentes. Au début des années 80, Rick Harrison n'était pas encore le célèbre prêteur sur gage de la télévision. C'était juste un adolescent qui essayait de gagner sa vie en vendant des sacs de créateurs contrefaits et en rêvant grand. Et à ses côtés se trouvait sa première femme, Kim. Ils se sont mariés en 1982, alors que Rick n'avait que 17 ans. Oui, encore un enfant pressé de grandir. Le lycée? Oubliez ça. Rick avait déjà abandonné ses études pour se consacrer à des opportunités professionnelles. Le mariage n'était qu'une chose de plus sur sa liste. Mais il ignorait qu'une décision allait tout changer à jamais. Kim et Rick n'eurent pas seulement un nom de famille commun pendant un temps, ils eurent 2 enfants ensemble. Le premier fut Corey, né en avril 1983. Je vous accorde une pause alors que je ne devrais pas. Alors, allez à Carson City. Amenez Antoine avec vous. Si elle marche bien, achetez-la moi. Si vous avez déjà regardé Pawn Stars, vous connaissez ce type. Il travaille dans la boutique, s'occupe de toutes sortes de choses étranges et veille à ce que personne ne se fasse arnaquer. Et puis il y a Adam, qui est arrivé en 1984. Contrairement à son grand frère, Adam ne s'intéressait guère à l'empire familial des prêteurs sur gage. Au lieu de se retrouver sous les projecteurs de la télé-réalité, il s'est lancé dans la plomberie, choisissant une vie loin des caméras et des demandes d'autographes. Corey a un jour mentionné dans une interview qu'Adam ne s'intéressait absolument pas au monde des prêteurs sur gage et que tout allait bien jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. En janvier 2024, Adam perdit la vie d'une overdose, un tournant déchirant pour quelqu'un qui souhaitait rester dans l'ombre. Le mariage de Rick et Kim fut de courte durée. En 1985, leur relation était terminée, 3 ans plus tard. Quelle est la cause de la rupture? Personne ne le sait avec certitude, et Kim n'a certainement pas accordé d'interview à ce sujet. Après le divorce, elle est passée inaperçue, gardant sa vie secrète. Personne ne sait ce qu'elle a fait, si elle s'est remariée ou si elle a eu d'autres enfants. Tandis que Rick continuait à bâtir sa renommée de prêteur sur gage, Kim choisissait de rester à l'écart de tout ce bruit. Pourtant, une chose est sûre, Kim est restée en contact avec ses enfants. Corey a même publié des photos d'elle sur les réseaux sociaux de temps en temps, avec des hashtags comme Mom on Love, prouvant que leur lien est toujours aussi fort. Tracy Harrison, née dans les années 1960, était la seconde épouse de Rick. Ils se sont mariés dans les années 1980 et sont restés ensemble pendant près d'un quart de siècle avant de se séparer en 2011. Entre-temps, ils ont eu un fils, Jake, né en 2003. En plus de cela, Tracy devait aussi s'occuper des 2 enfants que Rick avait eus de son premier mariage avec Kim, Corey et Adam. Ne te drogue pas, fais de bonnes études, n'aie pas d'enfants hors mariage. Tu viens de réduire de 95% tes risques de pauvreté. 3 choses. Il n'était pas leur mère biologique, mais elle a tout de même été profondément impliquée dans leur éducation. Parlons du fils de Jake, Tracy et Rick. Né en 2003, il a aujourd'hui 21 ans. Contrairement à son demi-frère Corey, qui a toujours participé à l'émission familiale, Jake a préféré rester dans l'ombre. Mais en 2021, il a connu son heure de gloire grâce à l'émission. Il apparut dans un épisode où son père le présenta comme le nouveau membre de la boutique. Et que fit Jake? Il impressionna tout le monde en repérant une fausse Rolex, réussissant ainsi le petit test de son père. Cependant, il ne resta pas longtemps dans le métier. C'était plus une apparition qu'un véritable travail. Adam, l'autre fils de Rick,
est née dans les années 1980. Tracy n'était pas sa mère, mais elle a joué un rôle important dans sa vie, surtout après son mariage avec Rick. Contrairement à Corey, Adam a choisi de rester en retrait et n'est jamais apparu dans l'émission. On raconte qu'il travaillait au prêteur sur gage avant que l'émission ne devienne un phénomène télévisuel, mais qu'il a ensuite changé de voie et est devenu plombier. Malheureusement, Adam est décédé en janvier 2024 à l'âge de 39, en des suites d'une overdose accidentelle de fentanyl et de méthamphétamine. Ce fut un coup dur pour la famille, surtout pour Rick, qui a partagé son chagrin sur les réseaux sociaux avec émotion. Durant son séjour auprès de Rick, Tracy n'était pas seulement une épouse et une mère. Elle s'impliquait aussi dans l'entreprise. Avant la naissance de Jake, elle travaillait au prêteur sur gage, où elle était appréciée pour son approche amicale. Elle s'est fait connaître pour sa patience et a attiré une clientèle diversifiée, notamment la communauté transgenre de Las Vegas, qui appréciait son respect et son professionnalisme. Sa touche personnelle a contribué à la croissance de l'entreprise, un atout dont Rick a su tirer profit. Tracy ne se contentait pas de travailler à la boutique. Elle devait également gérer les tâches ménagères, tandis que Rick se concentrait sur le développement de l'entreprise. La vie au prêteur sur gage n'était pas facile. Tracy devait gérer des clients qui tentaient de vendre des articles douteux, des gens qui réclamaient de l'argent et d'autres situations chaotiques qui survenaient quotidiennement. Son calme dans les situations difficiles lui valait le respect des employés et des clients réguliers. Et n'oublions pas son rôle auprès de Corey et Adam. Tracy assumait de nombreuses responsabilités parentales, veillant à leur discipline et à leur éducation. Corey, en particulier, entretenait une relation très étroite avec elle. Il comptait sur Tracy pour lui parler de ses problèmes et, même adulte, il continuait à lui apporter son linge pour qu'elle le lave. Cela peut paraître étrange, mais cela montre à quel point il lui faisait confiance. Lorsque Rick a commencé à développer son entreprise et que l'émission est devenue un phénomène télévisuel, Tracy a dû s'adapter à la nouvelle dynamique familiale. Ces objets ont l'air vraiment cool et art déco, mais les lunettes sont peu utilisées aujourd'hui. Elles valent donc largement leur prix. La célébrité leur a apporté plus de responsabilités et a bouleversé leur quotidien. Si Rick et Corey étaient un des visages de la boutique, Tracy préférait rester en coulisses, veillant à ce que tout se passe bien. Son rôle au sein du prêteur sur gage était bien plus important qu'on ne le pense. Tracy gérait les opérations quotidiennes, de la gestion du personnel à la stabilité du foyer. Après le divorce en 2011, Tracy a décidé de disparaître de la scène publique. Elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux, ne fait pas d'apparition publique et on sait peu de choses sur ses activités depuis. Il semble qu'elle ait choisi une vie tranquille, loin des séries télévisées et des fans. La relation de Tracy avec la famille Harrison était bien plus profonde que ce que l'on voit à la télévision. Même si elle n'était pas aussi importante que Rick et Corey, son influence au sein de la famille était indéniable. C'était une mère dévouée, une épouse travailleuse et un personnage clé dans la vie de chacun. Après le divorce, la vie de Tracy a radicalement changé. Elle est passée du statut de figure centrale à celui de femme totalement discrète. Elle n'a accordé aucune interview, n'a pas parlé de sa relation avec Rick et n'a pas tenté d'exploiter la notoriété de l'émission à son profit. Sa décision de rester discrète montre qu'elle n'a jamais été intéressée par la célébrité ni par la reconnaissance. Elle voulait juste vivre une vie normale, loin des spectacles télévisés. Alors que Rick pensait que tout allait bien, un nouveau rebondissement a tout bouleversé. Une vie tranquille à l'ombre de la célébrité. Enfin, Deanna Burdett, née en 1975, n'est pas vraiment un nom connu du grand public, mais elle a certainement attiré l'attention lorsqu'elle a rejoint Rick Harrison. C'est l'homme derrière ce célèbre prêteur sur gage à la télévision, où les gens essaient de se débarrasser des vieux objets de leur grand-mère pour gagner rapidement de l'argent. Mais Deanna n'était pas qu'une simple fan fascinée. Elle avait eu une vie avant Rick, et franchement, une vie plutôt intéressante. Avant même de croiser le chemin de la télé-réalité, Deanna avait déjà vécu toute l'histoire du mariage. 2 fois, en fait, et de ces mariages, elle a eu 3 filles. Voilà ce qui se passe. Son premier mari, Uncertain Tomino, était le père de ses enfants. L'une d'elles, Tiana Jo Tomino, a décidé de se lancer dans le mannequinat. On la retrouve en ligne, posant avec élégance et menant une vie qui influence sa vie. Pendant ce temps, une autre de ses filles, Marissa Tomino, s'est taillé une place dans l'industrie de la beauté en travaillant comme maquilleuse à Los Angeles. Elle a son propre petit empire, se forgeant un nom
Fond de teint parfaitement mélangé après fond de teint. Malgré ses multiples mariages, Diana a réussi à rester discrète, se concentrant sur son travail et l'éducation de ses filles. Elle ne courait pas après la célébrité, ni ne cherchait à attirer les projecteurs, même lorsqu'elle a épousé un homme qui passait littéralement tout le temps à la télévision. Vous savez, je suis vraiment malade tout le temps. Il n'y a qu'une seule télévision à la maison. Et rappelez-vous, nous sommes en 1973. Il y a 3 chaînes de télévision et il n'y a absolument rien à regarder pour un enfant pendant la journée. Elle ne s'est donc pas soudainement transformée en épouse de célébrité avide de médias. Elle a joué la carte de la discrétion, gardant ses priorités en tête. La famille avant tout, toujours. Parlons maintenant de ce grand moment de leur mariage. En 2013, Diana et Rick décidèrent de l'officialiser à Laguna Beach, en Californie. Le cadre était pittoresque et leur mariage réunissait une ribambelle d'enfants. Rick avait 3 fils issus de ses précédents mariages. À eux deux, ils formaient donc une sorte de famille recomposée moderne, digne d'une sitcom. La dynamique était intéressante, avec 2 familles distinctes fusionnant en une seule. Mais voilà le hic. Diana et Rick n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Ils ne cherchaient pas à prendre un nouveau départ avec un bébé ou quoi que ce soit du genre. Ils se disaient tous les deux qu'ils avaient déjà beaucoup à faire avec leurs enfants et se concentraient sur ce qui les attendait. Leur vie était déjà bien assez chargée. Bien sûr, épouser quelqu'un d'aussi célèbre que Rick Harrison impliquait forcément une attention particulière. Les filles de Diana apparaissaient de temps à autre sous les feux des projecteurs, généralement dès qu'un événement lié au mariage de leur mère avec Rick était évoqué. Mais Diana ne voulait pas les laisser entraîner dans ce cirque médiatique. Elle faisait tout son possible pour éviter qu'elle ne soit traquée par les paparazzi ou entraînée dans les scandales des tabloïds. Elle ne profitait pas non plus de la célébrité de la télé-réalité. Elle gardait les choses bien en main, s'assurant que ses enfants puissent vivre leur vie sans trop de bruit. En 2020, les choses se sont effondrées entre Diana et Rick. Après 7 ans, ils ont rompu. Pas de grand effondrement public, juste une rupture discrète, invoquant ces divergences irréconciliables classiques. Traduction, ça n'a tout simplement pas fonctionné. Ça arrive tout le temps. Mais voilà ce qui n'a pas changé. Diana a continué à faire ce qu'elle avait toujours fait. Elle est restée concentrée sur ses filles et sa carrière, ne laissant pas la fin d'un mariage prestigieux la déstabiliser. Elle n'allait pas se laisser définir par un divorce, et elle n'allait certainement pas en parler dans les tabloïds. Avant même de rencontrer Rick, elle avait passé des années à construire une vie centrée sur sa famille. Elle travaillait comme secrétaire juridique, gérant les tenants et aboutissants de sa profession tout en étant mère de famille. Elle n'a jamais recherché une carrière clinquante ni n'aspiré à une célébrité digne d'Hollywood, même lorsqu'elle en avait l'occasion. Au contraire, elle s'en est tenue à ce qu'elle savait faire le mieux, veillant à l'ordre, tant sur le plan professionnel que personnel. Son univers ne tournait pas autour de la télé-réalité ou du faste de l'industrie du divertissement. Les gros gains impliquent de gros risques. Un faux pas et la fortune s'envole, lorsque les gros paris se transforment en regrets coûteux. Les propriétaires de ce célèbre prêteur sur gage sont en activité depuis de nombreuses années. La plupart du temps, leurs transactions se déroulent bien. Ils gagnent de l'argent et tout va pour le mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, par malchance, par excès de confiance envers un client ou simplement par manque de vérification, ils finissent par perdre des fortunes. Et qui dit fortune, dit somme colossale. Ce ne sont pas de petites pertes. Ce sont des erreurs qui les empêchent de se rétablir. Passons en revue quelques-unes des pires arnaques et erreurs qui ont vidé leurs poches. Rick Harrison s'y connaît en antiquités et objets de collection. Mais cette fois, il commet une grave erreur. Un client arrive avec un livre qui, selon lui, était signé par le légendaire joueur de baseball Shoeless Joe Jackson. Le problème? Shoeless Joe était analphabète. Cela signifie qu'il ne savait pas écrire correctement son nom. Sa signature était si rare que de nombreuses contrefaçons circulaient sur le marché. Mais Rick, confiant et sans trop réfléchir, a payé 13 $ pour le livre sans consulter un expert au préalable. Et bien sûr, lorsqu'il l'a finalement fait, ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un faux. Un coup dur financier et un rappel que même les professionnels chevronnés peuvent se faire arnaquer. Les diamants ont toujours été un marché délicat dans le monde du prêt sur gage. Le zircon cubique, un faux diamant ressemblant pourtant beaucoup au vrai, a trompé plus d'un. À l'époque, le célèbre vieil homme de la boutique pensait avoir fait une bonne affaire sur des diamants éblouissants.
mais il ne réalisait pas qu'il s'agissait de faux. Et ce n'était pas une perte de quelques dollars, mais de dizaines de milliers. Après cette douloureuse leçon, ils ont appris à utiliser des tests spéciaux pour distinguer le vrai du faux. Mais le mal était déjà fait. Les voitures peuvent être de bons investissements ou des catastrophes financières. Rick pensait avoir trouvé la perle rare en achetant une Austin Healey Sprite, une petite voiture de collection rare. Son propriétaire lui a assuré qu'elle ne présentait que quelques problèmes techniques mineurs. Rien de grave. Selon lui, Rick, confiant, l'acheta pour $50. Mais lorsqu'il l'emmena chez le garagiste, il découvrit que la réparer coûterait plus cher que la voiture ne valait. En bref, une perte totale. Ce n'est pas parce qu'une voiture est belle qu'elle est un bon achat. Une autre erreur monumentale a été d'acheter un uniforme censé avoir été porté par le légendaire joueur de baseball Willie Mays. Corey, le fils de Rick, examina la pièce et la trouva authentique. Les coutures, le design, tout semblait en ordre, mais quelque chose clochait. Selon le client, l'uniforme datait de 1955 et était en parfait état. Babe Ruth, Ty Cobb et Joe DiMaggio. Et les uniformes sont quasiment le saint graal des collectionneurs de sport. Un uniforme de Willie Mays porté lors d'un match, ça coûte une fortune. Mays était connu pour glisser sur le terrain et se salir à chaque match. Alors pourquoi cet uniforme avait-il l'air aussi propre que s'il sortait tout droit du pressing? Le client n'avait pas non plus de certificat d'authenticité, pourtant indispensable à presque tous les objets de collection sportifs pour prouver leur authenticité. Mais Corey a quand même payé $31,000. Lorsqu'ils ont fait appel à un expert, ils ont découvert qu'il n'était pas authentique. Tout cet argent a disparu. L'une des pires choses qui puissent arriver à un prêteur sur gage est d'acheter des objets volés. Même s'ils ne le font pas intentionnellement, la loi est claire. Acheter un objet volé peut vous attirer de graves ennuis. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils ont acquis un shekel d'argent, une pièce ancienne. C'était un objet très rare, censé être l'une des pièces utilisées pour trahir Jésus-Christ. Une trouvaille incroyable. Non? Eh bien non, car peu après l'achat, un shérif est arrivé au magasin et les a informés que la pièce avait été volée avant d'être vendue. Même s'ils n'ont pas été arrêtés, ils ont perdu la pièce et n'ont pas pu récupérer l'argent dépensé. Rick est un grand amateur de guitare classique. Lorsqu'un musicien nommé Vic lui a apporté une Fender Stratocaster de 1961, Rick en est immédiatement tombé amoureux. Sans trop réfléchir, il l'acheta pour $55,000. Il pensait pouvoir le revendre $90,000 et réaliser un énorme bénéfice. Mais le problème était que personne ne voulait l'acheter. Ni pour $90,000, ni pour moins. Finalement, il a dû le vendre aux enchères et n'en a tiré que $20,000. Une perte colossale et une dure leçon. Ce n'est pas parce qu'un produit vous plaît personnellement que c'est un investissement judicieux. S'il y a bien quelqu'un dans le magasin qui a toujours des ennuis, c'est Chumley. Un jour, un client est entré avec une mandoline Gibson et a prétendu qu'elle était authentique. Chumley, tout excité, se souvint que Rick voulait une mandoline comme celle-là et pensa faire une bonne affaire. Bien que Rick lui ait conseillé de ne pas dépenser plus de $10,000 sans le consulter au préalable, Chumley acheta quand même la mandoline pour $500. Lorsqu'ils firent appel à un expert, ils découvrirent qu'elle ne valait même pas la moitié de cette somme. Une erreur classique de Chumley, prouvant une fois de plus qu'il n'est pas le meilleur en matière de décision commerciale. Lors d'un autre achat impulsif, Chumley a acheté une collection de bandes dessinées pour $500 sans consulter un expert. Il pensait faire une bonne affaire, mais après avoir fait appel à un expert, il a découvert que les bandes dessinées ne valaient que $200. Encore une défaite, une erreur et une nouvelle réprimande de Rick. Pensez-vous que ces erreurs sont réelles ou font-elles simplement partie du spectacle? Dites-le nous dans les commentaires, comme cet article, et abonnez-vous pour en savoir plus.